autour de la paye, où en sommes-nous ce matin au regard des différents éléments? Alors très rapidement, on va passer quelques instants sur les derniers chiffres d'Absci-Cyborg pour remettre à jour les informations qui sont les vôtres. On passera ensuite un peu de temps sur les bulletins clarifiés pour faire quelques petits rappels et donner quelques précisions, surtout par rapport aux dernières mises à jour. Ensuite, on va parler du CPA et pas du CPF, enfin, du CPA, du CPF et des autres compteurs. On va parler également de la dématérialisation des bulletins de salaire et on passera en revue les quelques solutions que nous avons référencées aujourd'hui chez Absci-Cyborg. On fera un petit passage sur la DAS, savoir si effectivement on aura ou pas une DAS en 2018. Et puis le prélèvement à la source et également on parlera des prochaines mises à jour et des préconisations techniques. Donc voilà ce que je vous propose en termes d'ordre du jour. Donc Absci-Cyborg, en quelques chiffres très rapidement. Absci-Cyborg, vous le savez, nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions de gestion depuis 30 ans. Et notre chiffre d'affaires en 2016 était supérieur légèrement à 48 millions d'euros. Absci-Cyborg, ce sont près de 375, enfin pas près, 375 collaborateurs, un petit peu plus aujourd'hui d'ailleurs, organisés en 13 agences. Et ce sont 3300 clients dont vous faites partie qui sont en contrat, qui nous font confiance, qui sont en contrat chez nous. Donc notre métier s'organise autour de 3 axes: conseiller, déployer et accompagner les solutions chez vous tout au long de notre partenariat. Nous avons donc en termes de partenariat également deux, on va dire, partenaires privilégiés au niveau éditeur, Microsoft et Sage. Et puis nous travaillons aussi avec un certain nombre d'autres partenaires que nous appelons des alliances technologiques. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de Sage, mais vous verrez que pas uniquement, on parlera aussi justement de nos alliances technologiques. Alors, je vous ai dit à l'instant que Absci-Cyborg avait 30 ans. Effectivement, cette année, nous fêtons nos 30 ans. Donc, vous avez déjà été peut-être invité à venir vous joindre à nous le 6 juillet au pavillon d'Armenonville à Paris. Vous pouvez vous inscrire sur le site d'Absci-Cyborg et donc nous vous proposons une journée d'échange autour des différents thèmes et des différents sujets qui nous occupent et nous intéressent autour donc des différentes solutions que nous portons. Donc c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons lors de cette journée. N'hésitez pas à venir vous inscrire. Alors, passons maintenant à un sujet qui est celui des bulletins clarifiés. Alors, on avait fait un web séminaire en janvier sur le sujet. D'ailleurs, on en reparlera dans un instant. Quelques précisions également par rapport à ça. Alors, le bulletin clarifié, le cadre légal, je vous le rappelle, vous avez plusieurs arrêtés et plusieurs décrets qui datent de 2016 et de 2017. Donc, le bulletin clarifié et ou simplifié est entré en vigueur de façon obligatoire au 1er janvier 2017 pour tous les employeurs de 300 salariés et plus, et au 1er janvier 2018 pour les autres employeurs. Alors depuis mars 2016, les entreprises qui le souhaitaient pouvaient bien entendu anticiper cette obligation. Alors, ce bulletin clarifié, c'est quoi? C'est une nouvelle présentation, c'est-à-dire que la forme du nouveau bulletin, elle a été fixée par un décret et un arrêté qui sont donc parus au journal officiel. Ces derniers donc précisent les libellés, l'ordre, le regroupement des informations qui doivent figurer dans le bulletin. Donc il y a des regroupements, il y a des suppressions et il y a des ajouts. La mention du taux des charges patronales n'est pas obligatoire. Il y a même eu une précision dans le décret du 9 mai, puisque justement la mention du taux, en fait, elle est obligatoire uniquement pour les cotisations et les contributions à la charge du salarié. Donc, dans ce bulletin, on a dit qu'il y avait des éléments qui étaient regroupés, des éléments qui ont été supprimés et des éléments qui ont été ajoutés. Donc les éléments regroupés, ce sont les cotisations et les contributions qui vont désormais être regroupés par risque couvert. Donc parmi les risques, on doit maintenant faire figurer la santé, les accidents du travail, maladies professionnelles, la retraite, la famille, l'assurance chômage. Les autres contributions qui relèvent uniquement de l'employeur sont regroupées en une seule ligne. Donc on va parler de risques et de sous-risques. Ensuite, il y a des éléments qui ont été
supprimés ou qui doivent être du coup supprimés au niveau de l'affichage. Ce sont la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et également le numéro sur lequel ces cotisations sont versées. Enfin, il y a des éléments qui sont ajoutés. Donc, le coût du travail correspondant au salaire brut et les contributions de l'employeur, le montant des allègements financés par l'État et également le renvoi vers le site servicepublic.fr. Donc, ces éléments concernent la présentation. Et donc, dans le cadre du paramétrage Sage, donc là, bien entendu, je n'ai pas repris l'intégralité des éléments de paramétrage, hein, mais au niveau de l'affichage, il y a 2 éléments qui ont été rajoutés sur la dernière version, qui est la version 8.20, et qui nous permet maintenant, au niveau du paramétrage du risque, de pouvoir gérer donc non seulement les cadres et les non-cadres, mais également les assimilés cadres, parce qu'on avait des difficultés pour gérer ces éléments-là. Donc, on a maintenant la possibilité, bien entendu, de faire correctement les distinctions avec une information qui figure déjà dans la fiche du salarié, c'est le statut catégoriel. Et puis, depuis la version 8.20, on a à droite, dans la fenêtre de paramétrage du risque, la case à cocher, imprimable sinon nulle, qui nous permet du coup d'éviter d'imprimer des lignes à zéro. Donc voilà les éléments que je souhaitais évoquer s'agissant du bulletin clarifié. Donc, bien entendu, si vous le souhaitez, c'est ce que je vous disais à l'instant, vous pouvez retrouver sur notre médiathèque l'enregistrement du webinaire dédié à ces bulletins clarifiés. Je vous ai mis le lien et donc vous savez que vous allez recevoir la présentation, donc vous pourrez utiliser le lien HTML, sinon vous le retrouvez sur notre site directement. Et puis naturellement, si vous n'êtes pas suffisamment à l'aise avec les éléments de paramétrage à réaliser, on peut bien sûr vous aider sur cet aspect. Donc ça, c'était pour les éléments relatifs au bulletin clarifié. Alors maintenant, on va parler du CPA, donc du compte personnel d'activité. Alors très rapidement, un petit rappel du contexte. Vous savez que ce CPA, c'est un outil individuel dématérialisé qui est destiné à aider les actifs à construire leur parcours professionnel. Donc chacun de nous, nous devons créer notre propre espace sur Internet pour pouvoir activer ces éléments. Alors, si on avait déjà créé notre CPF, eh ben, comment dire, de façon complètement transparente, les éléments remontent. Donc ce CPA, il a été créé par la loi Rebsamen en 2015. Il est opérationnel depuis janvier 2017, donc là aussi, hein, le lien pour pouvoir activer et créer son propre espace. Alors il est opérationnel pour tous les actifs à partir de 16 ans et pour les retraités, hein, puisqu'il concerne bien tous les actifs à partir de 16 ans. Il y a une petite subtilité s'agissant de certaines typologies de salariés, ou en tout cas d'actifs, pardon, et du coup, certains de nous auront accès à toutes les informations à compter de janvier 2018 seulement. Mais ça ne veut pas dire que les droits ne sont pas actifs. Alors, ce CPA, il regroupe le compte personnel de formation, le CPF, le compte prévisionnel de pénibilité et le compte d'engagement citoyen. Donc, ces différents comptes, donc ce compte personnel de formation qui permet à toute personne active d'acquérir des droits à la formation et de les mobiliser au long de sa vie professionnelle. Le compte prévisionnel de pénibilité, donc ça c'est en fonction effectivement de l'exposition aux facteurs de risque que le collaborateur va cumuler des points. Et ces points qui sont comptabilisés donc, dans le CPP sont convertibles en formation, temps partiel ou retraite anticipée. Et après, le compte d'engagement citoyen, donc ça c'est un compte qui recense les activités de bénévolat ou de volontariat et certaines de ces activités ouvrent droit à de la formation. Donc tous ces éléments-là, on les retrouve à l'intérieur du CPA. Donc le CPA, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un, comment dire, c'est un espace Internet hein, dématérialisé. Donc moi j'ai créé mon compte, il me reste, j'ai 48 heures dans mon CPF et 0 heure dans le CEC et 0 heure dans le CPP. Et donc, à l'intérieur de ce CPA, le salarié va pouvoir également, s'il le souhaite, trouver des formations qualifiantes et également, il va pouvoir consulter les bulletins dématérialisés. Alors, ça veut dire quoi, consulter les bulletins dématérialisés? Ça veut dire qu'il va pouvoir accéder
au travers de son espace CPA au bulletin dématérialisé qu'il aurait éventuellement lui-même déposé dans un coffre-fort électronique référencé par le CPA, ou alors si son employeur a déjà déposé ses bulletins dans un coffre-fort électronique qui est bien référencé par le CPA. On y arrive. Donc, de fait, on va maintenant passer un peu de temps sur cette notion de dématérialisation des bulletins. Alors, cette dématérialisation des bulletins, de quoi s'agit-il? Donc en fait, vous le savez très certainement, mais depuis janvier 2017, en fait, en tant qu'entreprise, vous avez le droit, vous pouvez tout à fait dématérialiser les bulletins de paye que vous distribuez à vos salariés. Et donc, c'est le salarié qui doit éventuellement refuser cette pratique. Alors qu'avant la loi El Khomri, eh ben, la procédure était un peu inversée et il fallait demander l'accord des collaborateurs. Donc, si vous optez pour ce type de dispositif, en tant qu'entreprise, vous devez informer le salarié au moins un mois avant la première émission du bulletin dématérialisé que vous allez changer de dispositif. Donc, ce que je vous disais, c'est que le salarié va avoir 3 mois pour refuser éventuellement ce dispositif. OK. Ensuite, il va falloir que vous remettiez le bulletin de paye électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité et la confidentialité des données. Donc ça, les différents prestataires auxquels vous allez pouvoir, vous référer, garantissent ces aspects-là. Et de la même façon, il faut aussi garantir la disponibilité du bulletin de paye dématérialisé pendant une durée de 50 ans ou alors jusqu'aux 75 ans du salarié. Donc ça, ce sont les obligations de l'entreprise. Également, parmi les différents éléments qui sont importants, s'agissant du bulletin dématérialisé, donc il est bien indiqué dans les différents articles que ce bulletin de paye dématérialisé doit pouvoir être accessible sur le site internet du compte personnel d'activité. En fait, c'est un lien, d'accord? Donc en pratique, le titulaire du CPA va pouvoir, dans son espace personnel, pouvoir consulter ces bulletins de paye qui auront été déposés sous forme électronique. Donc l'employeur ou le prestataire qui agit pour son compte va devoir garantir l'accessibilité des bulletins de paye émis sous cette forme au travers du service en ligne. Également, il faut bien prendre en compte la chose suivante, c'est si jamais le service ferme ou que l'entreprise cesse son activité, il a été prévu effectivement que le collaborateur puisse bien continuer, en tout cas récupérer ces éléments. Donc du coup, en cas de fermeture du service de mise à disposition des bulletins, les utilisateurs devront être informés au moins 3 mois à l'avance pour pouvoir récupérer les bulletins qu'ils n'auraient pas récupérés et les déposer éventuellement dans leur propre coffre-fort personnel s'ils en ont ouvert un ou si celui-ci est différent. Et donc, voilà en tout cas les éléments qui ont été déterminés au niveau des décrets. Alors, nous, à Cyborg, on a identifié un certain nombre de possibilités pour vous permettre de dématérialiser ces bulletins. Donc on a référencé aujourd'hui ou identifié 4 solutions distinctes qui permettent de dématérialiser les bulletins et à vous de choisir au final celle qui convient le mieux à ce que vous envisagez de faire et à celle à ce que vous souhaitez. Alors, donc on a identifié aujourd'hui 4 solutions. Une qui s'appelle Sage Dématérialisation RH, qui est donc réalisée par Sage et également en partenariat avec PeopleDoc. Ensuite, on a une solution qui s'appelle TAI-PAI, des éditions compagnons, et qui est aussi un service de DigiPost, le coffre-fort électronique, on va en parler. Ensuite, on a une autre solution qui s'appelle Traitement et envoi des documents digitaux, mais qu'on va identifier sous l'acronyme TED. Et puis, on a une 4e solution qui s'appelle Paga et qui est opérée par l'éditeur Lucas. Donc, je vais passer en revue ces 4 solutions et puis essayer de vous faire une synthèse après. Alors, compte tenu du format qu'on a choisi aujourd'hui, je ne ferai pas l'illustration de chacune des solutions, mais néanmoins,
bien entendu, que nous pouvons tout à fait organiser pour chacun de vous ces présentations. Alors, commençons par Sage Dématérialisation RH. Donc, Sage Dématérialisation RH, c'est un service de distribution et de stockage des documents, donc des bulletins de salaire, mais pas uniquement. Donc, en fait, c'est une collaboration, on va dire, entre l'éditeur Sage et PeopleDoc, qui est donc un opérateur qui comment dire, qui est référencé au niveau du maintien et enfin, qui a des coffres-forts électroniques, excusez-moi. Donc c'est aussi cette solution Sage Dématérialisation RH, un espace de stockage pour l'entreprise. Donc ce que je vous disais, hein, vous allez pouvoir y stocker les bulletins, mais pas uniquement. Vous pouvez y stocker les contrats de travail, etc. Donc vous avez un espace de stockage entreprise et un espace de stockage collaborateur. Et donc, il y a un lien dynamique qui va se faire à partir de l'API Sage et qui va vous permettre de créer automatiquement les salariés dans la plateforme de diffusion à partir de ces bulletins. Et bien entendu, donc, le collaborateur accède à ses propres données. Donc, parmi les éléments à noter, on va parler d'une plateforme moderne et ergonomique. Effectivement, c'est une nouvelle façon d'accéder aux données. On est bien sur un coffre-fort électronique qui est accessible via le CPA. C'est une solution de l'éditeur Sage. Et donc, très honnêtement, aujourd'hui, on est en cours d'évaluation de cette solution, puisqu'en fait, cette solution est sortie il y a très peu de temps. Et pour l'instant, voilà, en tout cas, on n'a pas encore eu l'occasion de faire le tour vraiment de la solution. Mais en tout cas, il nous semblait important de vous indiquer que Sage a bien sorti la solution qu'il nous avait annoncée en début d'année. Donc ça, c'est la solution qui s'appelle Sage Dématérialisation RH. Ensuite, on a une autre solution qui s'appelle TAI-PAI et qui combine aussi les services de Digipost et de Mail-Elevar. Donc ça, c'est une solution on-premise. Ça veut dire qu'il va falloir installer quelque chose, un petit logiciel, un petit module, sur les postes qui souhaitent diffuser ces fameux bulletins. Donc, voilà, c'est à partir du moment où vous allez avoir installé cette solution, on va avoir en fait une imprimante virtuelle qui va être constituée et cette imprimante virtuelle va vous permettre après de distribuer vos bulletins, mais ça pourrait être aussi tout autre type de document. Donc, que ce soit à partir de la paye Sage ou d'une autre paye, vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité et donc vous allez pouvoir ensuite envoyer par mail ou déposer dans le coffre-fort de Digipost et ou rematérialiser le bulletin de telle façon à ce que le salarié reçoive directement son bulletin par courrier. Donc, cette solution-là, c'est en quelques clics, vous avez la possibilité donc, de faire de la diffusion multicanal, mais on est sur une solution, donc ce que je vous disais, on-premise. Cette solution, elle peut aussi permettre en même temps le stockage et l'archivage des éléments. Donc, c'est-à-dire que à la fois vous imprimez votre bulletin, il est envoyé éventuellement dans le coffre-fort Digipost du collaborateur et en même temps, il est archivé dans une arborescence qui se crée au fur et à mesure dans votre système d'information. On parle bien de coffre-fort électronique, puisque Digipost, c'est un coffre-fort électronique, vous savez, qui est opéré par la Poste et la Caisse des dépôts et consignations. Il est bien accessible directement via le CPA. Dans l'envoi, je peux très bien ajouter des pièces jointes, c'est-à-dire que par exemple, je peux très bien imaginer envoyer le bulletin et puis pour certaines populations, les justificatifs de commission par exemple. Bref, je vais pouvoir conditionner l'association de certains documents à mes bulletins, ce n'est pas un problème. Et puis, cette solution elle est indépendante de la solution de paie. En revanche, là, on ne parle pas de plateforme ou de portail collaboratif. Ensuite, la troisième solution, elle s'appelle donc TED. Donc TED, c'est un service d'envoi dématérialisé et multicanal des bulletins de paie. En termes de fonctionnalité, ça s'approche de celle que je viens de vous décrire, si ce n'est que là, on est sur une plateforme complètement SaaS. Donc on est sur une solution complètement dématérialisée qui va en fait un espace collaboratif qui va permettre à l'entreprise de distribuer ces bulletins
de façon différente selon le choix du collaborateur. C'est-à-dire que je vais pouvoir envoyer des bulletins aussi bien par courrier que dans un coffre-fort Digipost, que dans un mail signé et donc non modifiable. Et en fait, c'est le salarié qui lui-même, dans l'espace qui va lui être octroyé, va pouvoir choisir la façon dont il souhaite recevoir son bulletin. Donc, à partir de la PaySage, j'imprime le fichier PDF de tous mes bulletins, alors que ce soit la PaySage ou n'importe quelle autre paye d'ailleurs. J'imprime donc le fichier PDF global de l'intégralité des bulletins de mes collaborateurs et ensuite, je vais le récupérer dans mon espace, dans ma plateforme TED, et la plateforme va se débrouiller pour découper le fichier en fonction, par exemple, du numéro de sécurité sociale du collaborateur, découper le fichier, créer l'ensemble des collaborateurs correspondants, et ensuite chaque collaborateur va recevoir un mail dans lequel on va l'inviter à choisir la façon de recevoir ses bulletins. Donc, je vous disais, par courrier, dans un coffre-fort Digipost ou dans un mail signé. Alors, bien entendu, si le collaborateur a déjà créé son propre coffre-fort Digipost, eh ben, il recevra ses bulletins dans son coffre-fort Digipost. Et si jamais le collaborateur n'avait pas créé son coffre-fort Digipost, eh ben, ce coffre-fort va pouvoir être activé à ce moment-là. Donc, à noter, on est sur une solution avec une plateforme, donc encore une fois, on est sur une plateforme moderne, ergonomique. On est là aussi, on parle de coffre-fort électronique. On est bien sur une solution qui est accessible via le CPA. Et là aussi, on peut ajouter des pièces jointes lors de la distribution. On est sur une solution qui est très simple, qui est très rapide à mettre en œuvre. Le paiement se fait en fonction de la consommation donc, et en fonction du type de distribution qui est choisi. Donc, selon que vous optez pour un mail ou pour un courrier, eh ben, la tarification va être différente. Et vous êtes sur une solution qui est indépendante de votre solution de paye. Si vous avez envie de changer de solution de paye, ce n'est pas un problème. Donc ça, c'est pour la solution qui s'appelle TED. La dernière solution, elle s'appelle Paga. Donc c'est l'éditeur Lucas qui l'opère. Et on parle de distribution en ligne des bulletins de paye. Donc là, en fait, les bulletins vont venir être déposés dans un portail. Alors ceux d'entre vous qui ont déjà vu ou qui ont peut-être la solution Figo, eh ben, en fait, on va venir donc compléter les éléments qui sont déjà accessibles aux salariés et rendre accessibles les bulletins dématérialisés. Donc, on est sur un portail collaboratif de mise à disposition des bulletins dématérialisés. Je vous ai mis le lien sur cet espace sur une petite vidéo de présentation qui vous montre très rapidement le principe de fonctionnement. Et puis, donc, ce que je vous disais, cette solution complète naturellement la solution Figo. Mais elle peut très bien exister sans solution Figo encore intégrée dans l'entreprise. Donc là encore, on est sur une plateforme moderne puisqu'on est sur une solution SaaS. On aura très prochainement accès aux données de Paga dans le CPA, je vais vous le montrer. Là aussi, on est sur une solution qui est simple et rapide à mettre en œuvre. À noter que le collaborateur va pouvoir accéder aux données qui vont être dans son interface uniquement tant qu'il est présent dans l'entreprise. Puisque s'il quitte l'entreprise, il aura plus accès à son intranet et du coup, potentiellement, il faudra qu'il pense à récupérer les bulletins avant. Et puis, là aussi, c'est indépendant de la solution de paie. Donc voilà les 4 solutions qu'on a identifiées aujourd'hui. Alors, j'ai essayé de faire une synthèse sous forme de tableau en reprenant quelques-uns des éléments et en vous donnant également une certaine visibilité au niveau du coût. Donc, vous avez les 4 solutions, Sage dématérialisation RH, TAI, PAI, TED et Paga, les éditeurs. Donc, le type de solution, à savoir si on est sur du SaaS ou du on-premise. Donc, la différence, je vous rappelle, c'est que si on est sur du SaaS, il n'y a rien à installer
sur aucun poste. Le périmètre fonctionnel des différentes solutions, la durée pendant laquelle chaque collaborateur, chaque individu va pouvoir accéder à ces bulletins. Donc, à partir du moment où on est sur du coffre-fort électronique, on n'a pas de limitation de durée. Même si l'entreprise cesse son service, les coffres-forts restent accessibles pour le collaborateur. Vous savez que Digipost, le coffre-fort, est donc opéré par la Caisse des dépôts et consignations, et que de toute façon, à titre individuel, on a tout intérêt à créer notre propre fort électronique. On a 2 gigas gratuits, me semble-t-il, et de toute façon, les bulletins de paye ne sont pas comptabilisés dans l'espace de stockage. Et après, combien ça coûte? Eh bien, ça dépend. Donc, je vous ai mis des... Comment dire? On est bien d'accord qu'on n'est pas sur des devis, hein, mais c'était pour vous donner une estimation de coût. Donc selon les différentes solutions. Et donc on pourra en reparler bien entendu individuellement chacun de vous. Alors je voulais vous montrer, avant de passer à autre chose, le coffre-fort Digipost par exemple, et l'histoire du CPA. Alors, hop, vous voyez ici, est-ce que vous voyez d'abord? Laissez-moi vérifier. Oui, vous voyez. Donc là, je suis sur mon propre CPA, et vous voyez que dans le CPA, on a les opérateurs qui sont connus par le CPA. Donc j'ai bien accès à, si je l'ai activé, Digipost, PeopleDoc, etc. Et puis on a accès aussi à un certain nombre d'autres opérateurs qui seront prochainement connus. Donc ça veut dire, donc ça c'est dans la partie haute, ce sont les opérateurs qui sont déjà reconnus par le CPA, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, à partir du moment où vous avez activé votre CPA, si vous avez vos bulletins qui sont dans le coffre-fort de l'un de ces opérateurs, la Coffreo, Digipost, MyPrimoBox, PeopleDoc ou Pixid, on y accède directement. Et puis sinon, vous avez en dessous la liste de tous les opérateurs qui vont être très prochainement branchés en direct au travers du CPA. Voilà. Donc vous voyez qu'on y retrouve par exemple Lucas, dont je vous parlais tout à l'heure, qui propose la solution Paga, et d'autres faiseurs. Donc vous voyez que les solutions que je vous ai présentées sont, comment dire, juste quelques-unes des solutions que vous pourriez éventuellement mettre en place dans vos entreprises. Alors, je repasse sur mon support, ou pas. Voyons voir si ça fonctionne correctement. OK. Donc voilà pour cette partie dématérialisation du bulletin. J'espère que ça vous a ça a répondu en tout cas à certaines interrogations que vous pouviez avoir. Et puis donc, si vous voulez qu'on fasse des présentations vraiment de chacune des solutions, ou en tout cas l'une plutôt que l'autre, au regard des éléments que je viens de vous communiquer, bien entendu, encore une fois, on se tient à votre disposition. Alors, la DAS, qu'est-ce qui va se passer en janvier 2018? Alors, on a quelques éléments, quelques informations. Donc aujourd'hui, officiellement, c'est indiqué d'ailleurs sur le site DSN Info, je vous ai mis le lien directement là en bas de la page. Si vous avez transmis une DSN phase 3 complète depuis janvier 2017, alors ou décembre 2016 si vous êtes en décalage de paye bien sûr, et que dans cette DSN complète, il y avait bien l'ensemble des informations relatives aux organismes complémentaires et à tous les organismes complémentaires, et que vous avez bien sûr l'intention de continuer à procéder ainsi tout au long de l'année 2017, dans ce cas, effectivement, la DSN substitue la DAS. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire de DAS. Dans les autres cas, attention, moi je vous invite à vous rapprocher de chacune de vos caisses pour bien vérifier leur position, leurs attentes et leurs besoins. On ne pourra pas le faire à votre place, donc on a vraiment, enfin il est important que vous vous rapprochiez de vos caisses pour savoir si il sera nécessaire ou pas de faire une DAS. Et puis je vous invite également à bien vérifier tous les mois vos bilans de retour DSN pour bien vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie et que toutes les données sont, comment dire, correctes. Donc,
ici, sur le site DSN Info, vous arrivez directement sur les éléments relatifs à la DAS. Et donc, vous avez donc ce que je viens de vous préciser, hein, et vous avez surtout un certain nombre de cas particuliers qui font que justement, vous, de toute façon, serez contraint de continuer à faire une DAS. Donc prenez bien le temps, s'il vous plaît, de vérifier ces éléments-là pour pouvoir essayer d'anticiper au mieux. Bien sûr, on vous contactera s'agissant de la DAS, mais encore une fois, vous êtes les mieux placés pour savoir si cette année encore, vous allez être concerné ou pas par cet aspect. Alors ensuite, le prélèvement à la source, le PAS. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Alors, on sait que tous les décrets ont été publiés. Ça veut dire que très concrètement, sur un plan purement législatif, la loi est bien applicable au 1er janvier 2018. Donc pour rappel, ce qui est prévu, c'est que dès septembre, on va avoir au travers d'un flux entrant de DSN le taux d'imposition de chaque salarié, et ce taux d'imposition de chaque salarié, il va falloir d'une façon ou d'une autre l'intégrer dans la paye pour pouvoir ensuite calculer le bulletin, bien sûr, mais l'imposition du salarié, avec bien entendu de nouvelles présentations dans les bulletins. Hein. Donc ce que je viens de vous dire sur le bulletin clarifié tout à l'heure aura certainement été amendé d'ici là. Et puis il faudra aussi rajouter quelques données dans la DSN, parce qu'il va falloir quand même déclarer le montant de l'impôt et payer l'impôt. Donc ça, c'est ce qui est prévu, et vous le savez aussi bien que moi, notre nouveau président de la République est absolument pas favorable à la mise en place de ce dispositif, alors dans ce calendrier, parce qu'il ne remet pas en cause le dispositif, mais c'est le calendrier qui est remis en cause. Donc il y a un audit qui est prévu en juin, donc demain, pour mesurer la faisabilité de ce calendrier et les conditions, et vérifier si les conditions sont optimales ou pas. Donc dans la presse, hein, on trouve un tas d'éléments sur ces sujets-là. Donc à suivre. Ce qui est quand même important de comprendre et de bien noter, c'est que pour qu'il puisse y avoir un report ou un aménagement, il faut absolument qu'il y ait une nouvelle loi qui passe. Donc si pour des raisons diverses ou variées, les lois ne pouvaient pas être acceptées d'ici là, eh ben, on aura bien le prélèvement à la source. Alors, Sage, bien entendu, travaille sur ce dispositif, sur ce sujet, même si on est quand même très attentif aux conclusions qui seront apportées par cet audit. Pour autant, l'éditeur avance pour pouvoir, le cas échéant, être prêt à nous proposer une version en septembre. Donc, on vous tiendra informé. On est en étroite collaboration avec l'éditeur sur ce sujet. Et dès qu'on aura plus d'éléments, on fera une communication où on vous adressera un mail. Mais effectivement, on attend de savoir ce qu'il va en être. On souhaite vivement un aménagement du calendrier, mais malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons. Donc ça, c'est pour la partie prélèvement à la source. Enfin, justement, ces prochaines versions, je tiens à vous alerter sur les évolutions potentielles des préconisations techniques. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, cette année, en 2017, on va avoir au moins 2 mises à jour. Donc, on va avoir une mise à jour qui s'appellera vraisemblablement V9 au mois de juin, et on en aura une autre en fin d'année. Alors, avec peut-être une version alternative avec le prélèvement à la source. Et puis, dans celle de fin d'année, il faudra gérer la DAS, et il faudra éventuellement prendre en compte les différentes évolutions qui auront été votées entre-temps. Bref, on risque d'avoir un certain nombre de mises à jour. Il avait été question de modifier les préconisations techniques. Ça ne sera pas le cas. C'est-à-dire que je vous confirme bien que sur les versions qui seront mises à disposition cette année, vous pouvez rester sur, ceux d'entre vous qui est en SQL, sur du SQL 2008 R2 et sur du Windows 2008 en termes d'OS. En revanche, il est très certain que l'année prochaine, il faille évoluer votre SI, votre infrastructure, et passer sur du SQL 2012 et sur du Windows Server 2012. Donc ça veut dire que je vous invite à anticiper ça au niveau de vos budgets,
Alors, certes, ça fait râler. En même temps, on est en 2017, 2008, c'est pas complètement 999, donc c'est quand même cohérent de faire évoluer les OS. Et pour ceux d'entre vous qui êtes aussi équipés de ligne 100, de toute façon, ces évolutions sont obligatoires dès la version 100C qui sort, qui est déjà sortie là, au mois de janvier. Donc pensez à vérifier avec vos techniciens, vos DSI, les préconisations techniques. Donc pas de stress pour cette année, mais anticiper pour ne pas être bloqué l'année prochaine. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Dernière chose, les prochains événements, voilà, vous les avez sous les yeux. Donc cet après-midi, je présente les nouveautés justement de cette fameuse Sage 100C, donc à 14h30. Le 30 mai, cette fois-ci, c'est plutôt une découverte de l'offre, à quoi ça sert cette Sage 100C. Et puis le 6 juillet, bien sûr, nos 30 ans. Donc, venez nombreux participer à cet événement. Nous serions ravis de vous y accueillir. Donc voilà, je vous remercie pour cette présentation.